Le piège de l'homme moderne, la peur. Dans une société dénuée d'idéaux et de valeurs transcendantales, où la manipulation et l'aveuglement des masses triomphent, les individus sont contrôlés grâce à un outil insidieux, la peur. La peur est une énergie à basse fréquence qui est omniprésente dans le monde actuel. Elle symbolise un état animal, primaire, non évolué et surtout un processus mental de réaction. La peur rend les individus dépendants d'un environnement et de ce qu'on leur sert, leur faisant perdre toute autonomie et force personnelle. Des individus dépourvus de spiritualité, d'idéaux, de compréhension holistique d'eux-mêmes et du monde qui les entoure, dépassés par les événements et ramenés au rang d'animaux par leurs pulsions primaires non contrôlées, fonctionnent comme des proies. Ils sont sans cesse, par l'influence des médias, réseaux sociaux et autres forums, ramenés à leurs conditions de mortels basiques et en recherche du prochain danger à éviter. Le biais de négativité, qui est cette propension à préférer éviter une situation délétère que d'envisager une situation positive dans le futur, s'exprime à plein dans le cerveau humain de l'homme moderne. Rivé à son téléphone portable ou de sa télévision, en attente de la prochaine nouvelle catastrophique, l'humain moderne se comporte comme une antilope au milieu d'une savane. Il guette sans cesse la présence d'un lion caché dans les fourrés. Par cette attitude, il est dans l'incapacité de voir plus loin que le bout de son nez. Il projette cette attitude partout autour de lui et contribue à attirer les situations qu'il redoute. Effectivement, la peur possède une vibration basse spécifique située autour des 100 Hz. En comparaison, la joie, environ 500 Hz, ou la félicité, environ 700 Hz, vibrent à des fréquences bien plus élevées. La peur, par cette fréquence basse et rigide, dense, contractée, rend les individus basiques et éteint leur perspective à long terme, les cloisonnant dans un futur immédiat et catastrophique. La peur se manifeste de manière variée. Si ces peurs semblent toutes découler d'une peur principale, qui est la peur de mourir, elles prennent des formes multiples qui nous aliènent au quotidien. Citons la FOMO, de l'anglais Fear of Missing Out, qui signifie la peur de manquer quelque chose, comme une information ou une nouveauté, qui est bien le symptôme typique d'individus n'ayant pas de centre, d'identité propre, mais dépendant complètement des autres et des informations extérieures à eux-mêmes pour exister. Cette peur est liée à la petite mort intérieure que craint un individu quand il n'a pas eu la dernière information qu'il fallait pour se conformer au groupe, et risque ainsi l'exclusion. Ce désir de conformité, poussé en réalité par la peur de ne pas l'être, est un fléau majeur dans une société de paraître, dans laquelle l'individu n'a pas d'identité propre, mais n'existe que dans le rapport qu'il entretient avec les autres. Cette peur de manquer une information capitale a atteint son paroxysme avec l'ère de la télévision, puis des réseaux sociaux et autres canaux d'information digitaux. Transformés en animaux scannant notre environnement virtuel afin de rester au courant des dernières informations, nous sommes exposés majoritairement sur les médias à des informations anxiogènes, véhiculant de la peur et de l'angoisse. Nous avons déjà vu, en analysant le cynisme dans notre société moderne, que les informations ayant attrait aux situations dramatiques et catastrophiques sont plus sujettes à la viralité, car elles suscitent des émotions plus fortes et viscérales que les contenus plus nuancés, qui appellent à une utilisation de mécanismes cognitifs plus poussés et qui demandent une conscience supérieure pour être appréhendés. Les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne fonctionnent comme une foule virtuelle, qui simplifie grandement les sujets et les rend anxiogènes au possible afin de susciter des émotions intenses chez les utilisateurs. En jouant avec des peurs inhérentes à une existence humaine non transcendée et basique comme celle de la mort, les médias font que les individus se comportent toujours plus comme des proies qui cherchent à obtenir un maximum d'informations pour éviter le pire scénario possible. Changement climatique, terrorisme, coup d'État, guerre, écologie, etc. deviennent le centre de préoccupation des individus alors même qu'ils n'ont aucune idée de la véracité des informations leur étant servies et manquent forcément de nuances pour comprendre une réalité extrêmement complexe et multifactorielle. Nous sommes ainsi constamment dans l'expectative d'un danger ou dans l'anticipation d'une situation négative, ce qui teinte durablement nos modes de pensée et façon d'appréhender le monde et nous pousse à la dépression, l'isolement social, la sensation d'être seul face à un invisible adversaire. La méfiance et le cynisme que la société promeut poussent également à la peur et la défiance du prochain. Il semble que les hommes soient devenus des ennemis les uns pour les autres, et nous fonctionnons ainsi en clans basiques, ces clans regroupant les familles, les amis ou les groupes ayant des idéologies similaires aux nôtres. Pourtant, s'il existe indubitablement des ennemis dans un tel monde, ils ne sont pas forcément ceux que l'on croit, ni ceux que l'on voit. La division des hommes est telle qu'il pourrait se faire la guerre entre frères tandis que le réel mal s'en nourrit en se frottant les mains. Mais cela ne date évidemment pas d'hier. Le problème principal d'une société contrôlée par la peur est sa propension à être extrêmement manipulable. La peur aveugle, et à l'instar d'un troupeau de moutons poursuivis par des loups, qui ne sont plus capables de discerner quoi que ce soit et qui pourraient foncer dans un arbre, les humains se retrouvent dans la même situation. Il existe ainsi au sein de la psyché humaine actuelle des peurs innombrables qui sont liées à l'enfance, possiblement des blocages encore plus anciens, à la confrontation avec un monde sale et dangereux, ainsi qu'un climat anxiogène généralisé. Ces peurs, pour la grande majorité insufflées à notre insu, contrôlent notre existence.
La peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, d'apprendre de nouvelles choses, de se lancer dans un projet, de prendre des initiatives, sont autant de marqueurs de la morale des esclaves dont parle Friedrich Nietzsche, qui maintiennent l'individu dans une prison sans barreaux. Il s'agit de cette petite voix qui nous maintient dans la paresse et la fragilité, et qui finit par nous faire retomber dans nos travers et addictions lorsque nous l'écoutons. Prenons un exemple flagrant pour comprendre à quel point la peur se transmet et finit par contrôler un individu. Un nouveau-né possède généralement des réflexes natatoires et une certaine aisance dans l'eau. À partir de cette base, il semblerait simple d'apprendre au futur enfant à appréhender l'eau et nager avec fluidité. Cependant, les parents, soucieux de protéger leur enfant, sont alors effrayés dès qu'il existe une source d'eau à proximité du bébé et lui transmettent une peur subconsciente de l'eau, qu'il devra d'abord désapprendre pour pouvoir apprendre à nager plus tard, souvent avec grande peine. Des parents profondément perdus et ignorants dans un monde complexe et désinformé sur l'importance de l'enfance et la sensibilité à la programmation subconsciente des enfants, créent des futurs adolescents et adultes possédant l'engramme des peurs de leurs parents. Le futur jeune adulte entre dans un monde malade et déstructuré avec des peurs subconscientes qu'il ne comprend généralement pas et pense alors que cela fait partie de sa personnalité, renforçant ses peurs. Ainsi, tous les hommes qui n'arrivent pas à créer de relations durables avec les autres, et notamment les femmes, souffrent de mécanismes mentaux dont ils n'ont généralement pas conscience et qui sont notamment acquis dès l'enfance. En constatant leur inaptitude à créer des liens de qualité avec les autres, ils vont avec la raison associer leurs difficultés à des facteurs extérieurs tels qu'un physique qu'ils jugent désavantageux, un manque de charisme, de cheveux, etc., ne se rendant jamais compte que le réel ennemi se trouve profondément enfoui dans leur subconscient. Les peurs sont extrêmement malines pour nous tromper et nous pousser à faire de fausses associations, ce qui contribue à nous perdre dans des croyances erronées sur nous-mêmes et à rendre l'existence extrêmement difficile. La peur possède l'inconvénient majeur de court-circuiter toutes les fonctions supérieures de l'être et de limiter l'expérience de vie à un minuscule potentiel rigide qui se résume à la réponse de fight or flight, qui est le choix binaire entre l'affrontement du danger ou la fuite, alors qu'il existe, grâce à l'accès aux fonctions supérieures du cortex préfrontal, la capacité à aller chercher dans la mémoire la réponse la plus adaptée en fonction d'une situation similaire passée, ou encore d'utiliser l'imagination pour trouver une solution innovante et inédite. Par exemple, un individu cynique et que la société a transformé en animal peureux fait un piètre séducteur, car dans le domaine des relations homme-femme, la créativité et la capacité à sortir des sentiers battus permet de créer une atmosphère unique et envoûtante. L'individu pétrifié à l'idée de parler à cette femme qui lui plaît analyse la situation en permanence en se demandant ce qu'il devrait faire maintenant, anticipant son refus et l'embarras qui suivra, et généralement avant même d'aller lui parler, préférera fuir et ne pas agir, à moins qu'il n'agisse avec précipitation et stress, ce qui sera perçu par sa partenaire et occasionnera bien souvent son refus de la discussion. Tant que la peur n'est pas maîtrisée, l'individu n'accède pas aux infinis potentiels de son cerveau et de son esprit. Il existe ainsi une infinité de solutions pour répondre à une situation, souvent bien plus adaptable et intéressante que la réponse primaire instinctive de fight or flight. La peur est certainement une réaction saine pour un animal dont les fonctions cognitives ne permettent pas d'alternatives plus élaborées. Mais pour un être humain dont le potentiel est absolument gigantesque et ne semble cloisonné par aucune limite dans sa version supérieure, il s'agit d'une régression catastrophique de ses capacités. La peur pousse à accepter tous les compromis, comme nous l'avons vécu récemment avec la volonté de se faire inoculer un produit douteux et délétère pour éviter une contamination virale dérisoire. Il suffit d'un narratif catastrophique et d'un climat anxiogène pour rendre l'homme moderne malléable et serviable à souhait. Quelle est alors l'alternative à cet état primitif et faible ? Nous trouvons trace de la solution dans bien des philosophies et des histoires d'hommes ayant transcendé la peur pour vivre une version supérieure d'eux-mêmes. Cette solution se trouve invariablement dans la présence d'un idéal transcendantal qui dépasse l'individu et sa propre vie, si bien que la peur n'a plus aucun poids face à lui. Évidemment, l'on pense généralement tout de suite aux religions et à la promesse d'un paradis ou d'une protection divine en échange d'un culte et d'un mode de vie fait de soumission. Plusieurs penseurs émérites nous ont pourtant démontré que les religions ne semblent pas être une solution, puisqu'elles affaiblissent l'individu en le déchargeant de ses responsabilités et en favorisant sa soumission et sa faiblesse, souvent à travers des pratiques ou des attitudes contre nature. Non, la clé de la libération de l'individu et de la destruction de ses peurs vient de sa quête suprême, la réalisation de son idéal transcendantal et la mise en place d'un cadre moral puissant qui dépasse toute faiblesse, toute suffisance et donc toute peur. Socrate, déjà à son époque, identifiait les fondements de cet individu qui ne craint plus la mort. Il se soumet à une excellence morale personnelle qui comprend la recherche de courage, de la tempérance, de la justice et de la sagesse. Mu par ces valeurs puissantes, un individu ne craint plus rien. Il ne se soumettra à rien ni personne d'autre que sa volonté transcendante et son désir de l'acte juste, bon et conscient. Cette intégrité puissante rend l'individu insensible aux peurs ridicules que sont la peur de ne pas être conformé aux autres, de ne pas rentrer dans le moule, d'être rejeté ou moqué, et évidemment de mourir. Un homme juste n'a aucun mal à mourir pour ses idéaux, et c'est en cela qu'il est libre.
Je prendrai l'exemple d'un commentaire que j'ai lu il y a longtemps dans lequel un homme racontait avoir dit à Tommy Emmanuel, légende de la guitare picking et inspiration de milliers de guitaristes, y compris moi-même, « I'd give my life to play like this ». Je donnerais ma vie pour jouer comme cela. Ce à quoi Tommy Emmanuel avait répondu « I did ». C'est ce que j'ai fait. Voilà résumé en une petite anecdote la mentalité des grands hommes. Pas même la mort ne fait le poids face à leurs rêves et idéaux, et ils sont capables de mettre leur vie en jeu pour l'atteinte de leur excellence personnelle. Alors que l'homme moyen, médiocre, perverti, fuit la mort réelle en commettant un suicide philosophique et psychologique, qui est le fait d'adhérer à des croyances, des dogmes religieux, ou de s'adonner à des pratiques perverses et dévoyées par facilité et contre tout sens moral, comme la pornographie, la drogue, le mensonge ou la tromperie, l'individu possédant un idéal et des valeurs puissantes et indestructibles regarde la mort dans les yeux et ne la craint pas. Il ne s'agit évidemment pas de tomber dans la folie et dans une dévaluation de la vie. Il s'agit simplement d'intégrer une notion encore plus puissante et intemporelle que la mort, la vertu. La peur, qui n'est qu'un reflet de la mort, ne peut rien face à la vertu et l'excellence morale. Dédier sa vie à un idéal puissant, qui est la réalisation de sa nature profonde, sous-tendue par un cadre moral et éthique irréprochable, est l'apanage des grands hommes. Cette responsabilité individuelle est le remède ultime à la peur et la paresse. Il n'est plus possible d'avoir peur lorsque l'on devient le principal serviteur de soi-même. On ne dépend alors plus des autres, plus des médias ou des réseaux sociaux pour exister, mais l'on devient une entité libre et inarrêtable. Cette reconstruction de l'individu, ce réalignement tant postural que moral et spirituel, semble devenir une nécessité dans un monde qui tente tant bien que mal de maintenir l'ignorance, la faiblesse et la paresse au plus haut. Libéré de ses peurs, l'individu supérieur ne pense plus dans des cases et voit la vie comme un ensemble, comprend la nature cyclique du monde et ne se laisse plus assaillir par le doute. Il voit clair dans son âme et comprend sa destinée. Il écrit son histoire. Je pense que la question qu'un homme devrait se poser est la suivante. Si la mort devait me trouver demain, quelle est la chose que j'aimerais qu'elle me voie en train de faire, et dans quel état physique? Que serait ma dernière action constructive dans ce monde? Pour ma part, je souhaite qu'elle me trouve en train d'œuvrer à l'accomplissement de mon être avec un corps, un mental et une âme tous alignés sur le chemin de mon excellence personnelle. Que cela soit demain, dans 10 ans ou dans 50 n'a aucun intérêt. Je ne crois qu'à la quête de l'élévation personnelle, et cela par tous les moyens. On ne retient que cela d'une vie, les idéaux, la transcendance, la grandeur.